Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 23h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part samedi soir à Abidjan aux festivités marquant le 14 juillet, jour marquant la fête nationale française. C'était à la résidence de l'ambassadeur de France à Cocody. Les ministres Maria Toukone et Aka Awele au chevet des victimes des inondations à Aboissou. Depuis le jeudi dernier, des quartiers d'Aboissou et d'Ayamé sont sous les eaux. Ces inondations ont causé la mort de 2 personnes. Plus de 500 familles sont sinistrées. Bienvenue dans le 23h. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué de la présidence de la République. À son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, l'équipe nationale de la France vient de remporter brillamment et pour la 2e fois la Coupe du monde de football. Au nom du peuple ivoirien et à mon nom personnel, je tiens à vous adresser ainsi qu'au peuple français mes plus chaleureuses félicitations. Ce nouveau sacre qui intervient 20 ans après le premier en 1998 mérite particulièrement d'être salué. Cette remarquable performance des Bleus est l'heureux aboutissement des efforts, du courage et de la détermination de l'équipe française depuis le tour des éliminatoires jusqu'aux phases finales. La France vient une fois encore de démontrer sa capacité à relever les défis qui se présentent à elle, à l'image des grandes nations. Je puis vous assurer, Monsieur le Président, qu'au regard des excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre nos deux nations, le peuple ivoirien savoure avec vous, ainsi qu'avec le peuple ami de la France, ces moments de bonheur et de grande allégresse. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La France qui a remporté aujourd'hui la Coupe du Monde et célébré hier 14 juillet sa fête nationale. Ici à Abidjan, des festivités marquant cette célébration ont eu lieu à la résidence de l'ambassadeur de France. Le président de la République, Alassane Ouattara, y a pris part. Alexis Ouedraogo. La communauté française de Côte d'Ivoire, ce sont 20 000 personnes, dont 40% de moins de 25 ans. La communauté française de Côte d'Ivoire, ce sont aussi nos entreprises. 200 filiales françaises, auxquelles s'ajoutent 800 entreprises fondées par des entrepreneurs français et donc plus de 100 000 emplois ici en Côte d'Ivoire. Pour ce 14 juillet à la résidence de l'ambassade de France, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse étaient aux côtés du peuple ami. Occasion aussi de célébrer une étoile ivoirienne, Mélissa Agua, admise au bac français 2018 avec la meilleure moyenne toutes séries confondues. L'éducation est un axe important de la coopération entre les deux pays. Le hub franco-ivoirien pour l'éducation, il permettra aux Ivoiriens, conformément à votre demande, Monsieur le Président, de passer ici en Côte d'Ivoire un double diplôme, reconnu en France. Plus de 50 partenariats ont déjà été signés pour lesquels, quand un étudiant ivoirien obtient son Master 1, son Master 2, sa licence professionnelle, en même temps, il obtient le même diplôme auprès de la grande école, de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur français partenaire. Gilles Huberson s'est pour finir félicité des progrès importants enregistrés en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire bénéficiait d'une opération de maintien de la paix. Aujourd'hui, c'est elle qui se prépare à contribuer à une ou plusieurs opérations de maintien de la paix au profit d'autres pays. Bravo la Côte d'Ivoire. Innovation de cette année, un bal poussière pour la fête nationale de France, mais aussi pour célébrer la fraternité entre les deux pays. Parlons agriculture. Une mission ivoirienne a séjourné du 4 au 14 juillet dernier au Congo-Brazzaville. La délégation, composée d'agents d'encadrement des producteurs de manioc, entendait partager l'expérience ivoirienne en matière de production, de commercialisation et de transformation du manioc. Francis Boifou. La République du Congo, 342 000 km², 4 100 000 habitants, capitale, Brazzaville. L'économie de ce pays d'Afrique centrale repose sur le pétrole. Il représente 65% du produit intérieur brut du PIB et 86% des recettes de l'État. Concernant le secteur agricole, sa contribution au PIB était estimée à 6% entre 2015 et 2017, rendant le pays dépendant des importations alimentaires. 500 milliards de francs CFA en 2016. Avec la nouvelle politique agricole, le gouvernement congolais veut réduire les importations
et aller à l'autosuffisance alimentaire. L'accent est mis sur la production et la transformation du manioc, aliment de base du peuple congolais. La Côte d'Ivoire, dont l'économie est basée sur l'agriculture, est sollicitée pour son expertise. La délégation ivoirienne reçue au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche à Brazzaville était composée de chercheurs, d'agents d'encadrement, de coopératives, de producteurs et de transformateurs de manioc. La Côte d'Ivoire est très avancée dans un certain nombre de filières. La production et la transformation du manioc, la recherche qui doit se dérouler dans cette filière nous intéresse au plus haut niveau. Les usages du manioc sont très limités chez nous. Il faut les diversifier. Et ensuite, nous pouvons partager des expériences qui pourraient améliorer la productivité, réduire la pénibilité du travail. Avant cette rencontre, les Ivoiriens se sont entretenus avec la ministre de la Promotion de la Femme, de l'intégration de la femme au développement du Congo. Ce sont les femmes en République du Congo qui sont responsables de près de 70% de la production de ces produits de base et de 100% de la transformation de ces produits de base. Donc on ne peut pas faire partir cette délégation sans que le ministère de la Promotion de la Femme soit impliqué. Et donc nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture afin que cette coopération soit effective. Maintenir l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo y travaille depuis sa prise de fonction en janvier 2017. La Côte d'Ivoire ayant choisi l'agriculture comme socle de son développement économique, a mis les moyens en place pour développer l'agriculture tant au plan des méthodes culturelles que de la recherche, pour avoir les meilleures variétés qui permettent d'avoir une meilleure rentabilité à l'hectare. Ça permet de conserver la nature, de respecter l'environnement. Alors ce sont des bonnes pratiques que nous voulons introduire auprès de nos sœurs et frères du Congo. Ces échanges d'expériences entre Congolais et Ivoiriens se sont déroulés du 4 au 14 juillet dernier dans les 12 régions de la République du Congo, soit plus de 4 mois après une visite de la délégation congolaise dans les agences d'encadrement de structures de recherche agricole et dans les champs de manioc en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Agboville, le fleuve Agbo est sorti de son lit, inondant plusieurs habitations. Des dizaines de familles sont sans abri. On en sait plus avec Fanquadio. Décor bien triste en plein centre d'Agboville, la capitale de l'Anguille-Bitiassa dans le sud ivoirien. Plusieurs habitations du quartier artisanat inondées par la montée des eaux du fleuve Agbo traversant la ville. Ça a gâté tout, valisio, un borro, tout est gâté. Du pont, on peut apercevoir à proximité du fleuve des maisons, le lit de l'eau côtoyant des ordures de toutes sortes et dans les quartiers plusieurs canalisations bouchées. Mais pour beaucoup, cette inondation due à une crue de l'eau fluviale est un phénomène naturel observé à chaque saison pluvieuse, sauf que cette année, l'eau est montée plus que de raison. Dans cette cour, les gestes les plus simples sont une corvée. L'environnement, l'eau, c'est même là, on n'arrive pas à se baigner comme se doit, on n'arrive pas à sortir et les moustiques nous fatiguent. Contraintes pour se rester sur place, ils sont cependant nombreux à être partis, certains chez des voisins. Depuis le 22 juin, nous, on a quitté la maison. Ce jeune couturier a quant à lui élu domicile sur son lieu de travail. Ça me fatigue. Ma famille et moi, vraiment, on a quitté la maison. Actuellement, la famille, madame et les enfants, c'est tout de l'autre côté. Des habitations sous les eaux, un risque sanitaire. Nous croisons au détour d'une ruelle le premier responsable communal en tournée pour rencontrer les populations et le suivons dans cette partie du quartier envahie par les eaux. Pas la première fois, il y a une inondation puisqu'ils sont proches de l'eau. Donc nous avons déjà procédé à des sensibilisations et ça fait que dès que l'eau a commencé à monter, les populations elles-mêmes ont pris des dispositions par rapport à ce qu'on leur a déjà dit. C'est vrai, nous déplorons tous la situation, mais que quand même nous avons de manière générale maîtrisé la situation en attendant que l'eau reparte, n'est-ce pas, sur son lit. L'indiscipline de certains vivants non loin des cours d'eau sur une surface plane
c'est l'occasion de sensibiliser. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le fait des hommes, vous le savez. Le fait des hommes, c'est quoi? C'est que là où il ne faut pas construire, l'homme, ça va construire là. Là où il ne faut pas jeter les ordures, l'homme, ça va jeter les ordures là. Et donc, nous allons regarder avec vous ce qu'il faut faire pour que désormais on évite ça. En attendant que le niveau de l'eau baisse, les autorités municipales ont lancé une opération d'identification des sinistrés afin de déterminer le nombre exact de victimes et identifier celles à déplacer. La crue des eaux du fleuve Agbo dure depuis plus de 10 jours maintenant. Pour l'heure, il n'y a aucune perte en vie humaine. Le fleuve Bia, dans la région du Sud Comoé, connaît également une crue inhabituelle. À Boasso, plusieurs quartiers sont inondés du fait de la montée des eaux. On enregistre de nombreux sinistrés. Les 2 barrages d'Ayamé reçoivent plus d'eau que prévu. Pour pallier cette situation, la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, mène une opération d'évacuation du trop-plein d'eau reçue. Serge Koleya. Il y a longtemps que le fleuve Bia n'avait pas connu une telle montée des eaux. Les pluies particulièrement abondantes de ces derniers mois ont fini par sortir le cours d'eau de son lit. Résultat, les riverains subissent les conséquences dramatiques de cette situation. L'eau là, l'habitude, ça vient, mais pas trop, ça ne monte pas comme ça. Tu vois, non? Donc on a dit que bon, peut-être après, l'eau là va rester comme ça. Un peu de temps en temps, on a commencé à ramasser les bagages, on a vu l'eau là un coup comme ça. On ne peut rien faire. Ciment ou quoi, tout est resté. Il y a des bagages, les gens même dans la maison, tout est tombé dedans. J'étais là comme ça et puis on m'a appelé, on a dit ah, viens à la maison rapidement, que c'est gâté ici, comme on le dit, c'est gâté. Puis on est venu, effectivement c'est gâté, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Dans la nuit, du vendredi 13 au samedi 14 juillet, Aboasso a enregistré un mort. Avec les eaux qui étaient montées, j'ai décidé de mettre une pirogue, j'ai pris la pirogue de mon grand frère, juste faire passer les gens à 100 francs la traversée. Bon, après ça, il y a eu un succès, les gens passaient. Après, il y a un groupe de 5 individus qui sont arrivés, ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'argent, ils sont partis. Et juste au niveau de la maison jaune qu'on voit là, les camions, la maison jaune là, juste à droite là, il y a un creux là. Bon, ils ne savent pas s'ils savaient, ils sont tombés. Le dernier est resté dans le trou. Et ce matin, quand ils ont sorti le corps, là on a vu qu'effectivement il y avait eu un décès. Plusieurs sites à Aboasso, comme ici dans cette école primaire, abritent des centaines de familles de sinistrés. Et pourtant, dès le début du mois, les populations avaient été prévenues par les équipes de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité en charge des 2 barrages d'Ayamé à quelques kilomètres d'Aboasso. Le fleuve prend sa source au Ghana. Et depuis le 1er juillet, on a constaté l'arrivée de l'eau. Depuis ce temps, nous avons passé des informations, voilà, informer les uns et les autres qu'on a de l'eau qui a arrivé, donc il faut prendre des dispositions. Et ça a été relayé à plusieurs reprises sur différentes radios. Voilà, donc les différentes radios locales installées à Aboasso, et aussi celles qui sont installées dans les villages, voilà, qui relaient l'information tous les jours. Donc nous on s'assure que l'information passe et voilà. Et après, la deuxième chose qu'ils ont fait pour accompagner cette mesure, c'est que nous on fait du corps à corps avec les différents villages, les différents riverains qui sont tout le long du fleuve, pour leur expliquer vraiment la dangerosité de ce qui peut être, qu'on appelle, peut arriver, et on leur demander de prendre les mesures. Pour faire face à la situation, la CIE a lancé une opération de déversement des eaux. Les vannes des installations hydroélectriques ont été ouvertes pour évacuer et canaliser le trop-plein d'eau. Le stock étant atteint, le niveau, ce qui arrive aujourd'hui, on ne peut pas le stocker. Voilà, on est obligé de faire passer. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle, parce que ce qu'on reçoit cette année, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Au jour d'aujourd'hui, nous recevons un débit qui va au-delà des 300 mètres cubes secondes. Nous avons fait un pic de 800 il y a 2 jours de cela. Et actuellement, nous sommes dans une moyenne de 530 mètres cubes secondes. Et ces 530 mètres cubes secondes, nous sommes obligés de faire passer parce qu'on ne peut plus stocker. À Aboasso, à Ayamé et dans plusieurs localités de la région du Sud Comoé, les eaux continuent de gagner du terrain. Il devient en ce moment dangereux d'habiter autour du fleuve. Le gouvernement soutient les victimes des inondations à Aboasso et à Ayamé, des inondations qui ont fait 2 morts et sinistré plus de 500 familles. Les ministres Maria Toukone et Aka Awele se sont rendus dans la commune d'Aboasso où ils ont remis 30 millions de francs CFA de vivres et non-vivres à l'ensemble des sinistrés et la somme d'1 million de francs CFA aux 2 familles endeuillées. Walter Amadou Ouattara. Cela fait aujourd'hui 4 jours que les habitants d'Aboasso ont été contraints de changer leurs habitudes.
Pour joindre certains quartiers, seulement 2 choix s'offrent à eux, la nage ou la pirogue. Raison, une sévère inondation causée par la montée des eaux de la Bia, ce fleuve qui prend sa source au Ghana et qui sert les barrages Ayamé 1 et 2 connaît une crue inhabituelle. Plus de 500 familles sinistrées, dont 200 logent en ce moment sur des sites d'accueil provisoires. La première mesure, c'était de donner l'information aux populations qui sont dans ces zones-là inondables. On leur a demandé vraiment des parties de ces zones. La deuxième mesure que nous avons prise, c'est de leur trouver des sites de recasement, en attendant une condition meilleure. Informé, le président de la République et son gouvernement ont pris la pleine mesure de la situation. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a été dépêchée. Appuyés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, ils sont sur le terrain pour voir de près les dégâts, mais aussi exprimer la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. 30 millions de francs CFA en vivres et en non-vivres à l'ensemble des sinistrés, plus une somme d'1 million de francs CFA aux familles endeuillées. Ce qui est arrivé avec la montée des eaux de la Bia n'est pas nouveau. Les autorités m'ont rappelé tout à l'heure qu'en 1966, il y a eu la montée des eaux. Elles m'ont rappelé également qu'en 1975, il y a eu la montée des eaux. Et malheureusement, 43 ans après, c'est-à-dire maintenant 2018, il y a encore la montée des eaux au point de faire des dégâts. Dès que nous avons été informés de la situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, sensibles à vos souffrances, m'ont demandé de venir rapidement, le plus rapidement possible, pour exprimer la solidarité du gouvernement et de toute la Côte d'Ivoire. Une action du gouvernement appréciée par les cadres et élus de la région du Sud Comoé qui ont également contribué à cet élan de solidarité à hauteur de 7 500 000 francs CFA. C'est pour manifester notre solidarité dans le malheur en tant que fils de la région que je suis ici au nom du ministre des Affaires étrangères Marcel Montano, au nom du directeur général du port autonome d'Abidjan, député maire d'Adjéké, et à mon nom propre, nous avons fait ceci au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Le porte-parole des victimes est sensible aux gestes de solidarité. Dès l'instant où au moins il y a de quoi se nourrir, il y a de quoi se vêtir, c'est déjà un grand réconfort. Et je pense que ça nous va vraiment droit au cœur. Nous remercions, nous profitons de cette occasion pour remercier le président de la République. Pour les autorités, cette situation est liée aux effets du réchauffement climatique. Elle exhorte les populations à quitter immédiatement les sites à risque afin d'éviter le pire. Drame ce matin sur l'autoroute du Nord au PK105 dans la direction de Yamoussoukro, la capitale politique. Un autocar a fait une sortie de route, bilan 5 morts et plus de 50 blessés. Patrick Achi a passé la main à Gilbert Kafana Koné, nommé le 10 juillet dernier à la tête du ministère en relation avec les institutions. Le nouveau ministre a promis à son prédécesseur de s'inscrire dans la continuité, c'est-à-dire d'œuvrer à renforcer davantage la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le ministre Mariatou Koné a également procédé à une passation de charge avec Bakayoko Liramata, désormais ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bakayoko Liramata s'est engagé à relever les défis de l'autonomisation des femmes, la consolidation des familles ivoiriennes et de la protection de l'enfant. Qui est Aimé Zébéyou, nouvelle secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Quel est son parcours? Alexis Ouedraogo nous livre son portrait. Aimé Zébéyou, magistrat hors hiérarchie, est la nouvelle secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargée des droits de l'homme. Née le 30 mai 1959 à Abidjan, elle est titulaire d'une maîtrise en droit, carrière judiciaire et d'un certificat de formation professionnelle à la médiation, l'arbitrage et la négociation. Aimé Zébéyou est aussi diplômée de l'École nationale d'administration, section magistrature. De 1988 à 1991, elle occupe les fonctions de substitut du procureur de la République d'Abidjan. De 1991 à 1993, elle est juge des enfants.
De 1993 à 1996, elle est juge du siège au tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, chargée des affaires civiles et commerciales. Elle est conseillère à la cour d'appel siégeant dans les chambres sociales d'accusation civile et commerciale de 1996 à 2001. De 2001 à 2011, elle est la présidente de la 3e chambre B de la cour d'appel. De juillet à octobre 2011, elle devient présidente de la chambre d'accusation d'Abidjan. En octobre 2011, elle porte sa robe d'avocat général près la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Aimé Zébéyou est mère d'un enfant. Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny a effectué hier une sortie à Brobo, non loin de Boaké. Les responsables de ce mouvement l'ont présenté aux militants et sympathisants du PDCI-RDA de cette localité, non sans les inviter à prendre part à l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP demain lundi à Abidjan. Kwadio Kwami. C'est à Brobo, dans le canton Ahali, région de Gbeke, que le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny a effectué sa première sortie. Il s'agissait de rendre hommage à Kwaku Abounoua, fils de Brobo, sensibiliser et promouvoir le mouvement. C'est en étant ensemble qu'on peut faire des érudits. Donc c'est ce message-là que nous sommes venus porter à nos parents. Et c'est cela aussi qui justifie la mise en place de ce mouvement qui n'est pas un parti politique, qui adhère d'ailleurs au statut du PDCI-RDA, mais dont l'objet consiste à rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny autour donc, du parti unifié. Pour le ministre Sidi Touré Tiemoko, ce mouvement mérite son soutien de par ses objectifs. Il a été démontré que tous ceux qui vont à contre-courant de l'histoire sont la plupart du temps mis de côté. Et donc il est de bon ton que définitivement toute la population ivoirienne dans toute sa composition de diversité philosophique comprenne que le sens de l'histoire pour l'émergence, pour le développement, c'est le RHDP. Kwaku Abounoua a été investi. Le vice-président chargé de la zone centre a pour mission de faire comprendre le bien fondé du mouvement à la population afin d'accepter le parti unifié. Nous avons donc la charge de faire en sorte que sur les traces d'Houphouët-Boigny soit une réalité. Dès lundi, toute la Côte d'Ivoire saura que le grand centre, n'est-ce pas, porte toujours Houphouët-Boigny dans son cœur et le grand centre ne peut pas être en marge de là où on célèbre Houphouët-Boigny. Pour le sénateur Siloué Cagnon, ensemble, tout est possible. Nous ne pouvons pas avoir un parti politique seul qui gagne les élections présidentielles. Donc l'objectif, c'est qu'on se mette ensemble. Sur les traces d'Houphouët-Boigny n'est pas synonyme de destruction de l'œuvre du premier président ivoirien, a indiqué Kobena Kwasi Adjoumani, mais vulgariser l'idéologie oufouetiste. Kobena Kwasi Adjoumani convie donc tous les militants et sympathisants du PDCI-RDA à l'Assemblée générale constitutive du parti unifié. Le secrétariat national du RDR chargé de l'artisanat et du tourisme vient de lancer une campagne de recrutement de 3 millions d'artisans pour le RHDP. À travers cette initiative, le secrétariat national du Rassemblement des Républicains chargé de l'artisanat veut contribuer à la mise en place du parti unifié RHDP. La cérémonie a eu lieu hier au siège du parti à la rue Le Pic à Cocody. Herman Niamien, Michel Digri. 3 millions d'artisans mobilisés pour le RHDP. C'est un grand challenge, mais le secrétariat national du RDR chargé de l'artisanat et du tourisme se dit capable de le relever. Une vaste campagne de sensibilisation vient donc d'être lancée afin d'amener tous les artisans de Côte d'Ivoire à adhérer à cette initiative. Le mouvement a atteint un certain niveau. Nous avons déjà plus de 1 million d'artisans qui sont déjà recensés. Et donc le pari sera forcément tenu parce que nous irons au-delà de 3 millions d'artisans mobilisés pour le RHDP. Les artisans venus en grand nombre veulent traduire par cette mobilisation leur adhésion à cette initiative. Pour eux, la nouvelle orientation donnée au RDR épouse leurs attentes. C'est pourquoi ils s'engagent à soutenir toutes les actions visant à faire avancer leur parti. Aujourd'hui, le parti a mis une machine en marche qui est le RDR nouveau, qui a entendu nos propos, qui ont créé un nouveau secrétariat. Nous nous reconnaissons aujourd'hui dans ce nouveau système. Représentant la secrétaire générale du RDR, Diabaté Lanciné a rassuré les artisans. Leurs différentes préoccupations seront traitées avec la plus grande attention. Il n'y a pas que le volet site, il y a également un certain nombre de volets liés aux logements sociaux,
et donc à l'amélioration des conditions de vie et de travail d'une manière générale des artisans. Et je crois que le nouveau gouvernement Amadou Gon et le Premier ministre lui-même en tête donc, vont prendre pratiquement ces préoccupations avec beaucoup d'à-propos et nous pouvons véritablement, sans risque de nous tromper, dire que ces préoccupations trouveront des solutions. Le secrétariat national du RDR chargé de l'artisanat et du tourisme se donne un mois pour faire le bilan de cette campagne de recrutement d'artisans pour le compte du RHDP. Quels sont les faits qui ont marqué le monde au cours de la semaine? Pour le savoir, retrouvons le 7 sur 7 proposé ce soir par Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. À Bamako, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son équipe ont lancé officiellement leur campagne devant des milliers de militants et sympathisants du RMP. L'ancien ministre Soumaïla Cissé a lui de son côté tenu un meeting à la place de l'Indépendance où étaient rassemblées des dizaines de milliers de personnes. Les deux candidats à la présidentielle s'engagent à tout mettre en œuvre pour ramener la paix et l'unité au Mali. Après plus d'une semaine de recherche, les secouristes ont retrouvé le groupe de 12 enfants et leur entraîneur de football bloqués au fond d'une grotte. Ils ont passé 10 jours dans la grotte sans nourriture. Extrêmement affaiblis, ils ont reçu les premiers secours. Un attentat suicide s'est produit dans la nuit de mardi au mercredi dans la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan, contre une réunion électorale pour les élections législatives du 25 juillet. Le bilan fait état d'au moins 20 personnes tuées, dont un influent homme politique local et 63 blessés. L'attentat suicide est revendiqué par les talibans. Le consulat du Honduras aux États-Unis a identifié plus de 300 enfants honduriens séparés de leurs parents depuis début mai. Une séparation due à la politique de tolérance zéro sur l'immigration illégale aux États-Unis. À la suite de plusieurs pressions nationales et internationales, le gouvernement de Donald Trump a renoncé à cette mesure fin juin. Selon Lisa Medrano, les familles séparées devraient être réunies le 26 juillet prochain. La situation se tend au Nicaragua avec de nouvelles violences survenues vendredi sur fond de grève générale lancée par des organisations de la société civile. Ils réclament la démission du président Daniel Ortega. Depuis le 18 avril, le Nicaragua est secoué par une vague de manifestations au cours desquelles plus de 230 personnes ont été tuées ainsi que 1500 blessés. Le mouvement de libération du Congo a investi Jean-Pierre Bemba comme candidat du parti à la présidentielle du 23 décembre prochain en RDC, à l'issue du 3e congrès du parti qui s'est tenu à Kinshasa. L'ex-vice-président congolais avait été acquitté le mois dernier par la CPI. L'Afrique du Sud célèbre cette semaine avec l'ancien président américain Barack Obama le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. 5 ans après sa mort, Madiba a gardé son statut d'icône mondiale pour son combat contre le régime raciste blanc de l'apartheid et son message de réconciliation, un message qui a permis au pays de tourner la page en évitant un bain de sang. 1 an et demi après son départ de la Maison-Blanche, l'éloge de Barack Obama est annoncé par son entourage comme son discours le plus important depuis sa retraite politique. C'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.